des mots de remerciement et dire que nous devons également être présents en tant que direction de la recherche et de l'information sanitaire. Donc, nous avons essayé d'être présents également sur la plupart et nous avons vu qu'il y a une grosse évolution du plan stratégique. Donc pour le reste, je suis également là en tant que participant et je participerai à des contributions. Merci pour l'honneur que vous nous faites. Merci. Merci. Merci beaucoup, Youssouf. Docteur Lee, je vais vous donner la parole également. Rapidement, au nom de la DGS. Hein? C'est toujours, vous l'avez rappelé, je pense que depuis 2016, fin 2016-2017, depuis que la DGS est impliquée dans la réforme et la réévaluation pour l'élaboration du nouveau plan stratégique, je pense que j'ai participé à des groupes de travail au nom de la Direction générale de la santé. Il y a eu beaucoup d'ateliers et je pense qu'aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment de l'apport que le programme a eu à faire avec évidemment l'appui de toutes les parties prenantes au niveau de l'université, au niveau du secteur privé, et au niveau aussi de la société civile. Et je pense qu'on a beaucoup appris aussi des autres programmes, essentiellement le programme de lutte contre le VIH-Sida et d'autres programmes aussi qui ont apporté leur contribution à travers la direction de lutte contre la maladie. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voyons un peu le fruit du travail grâce aussi à la mobilisation au niveau du programme, au niveau de la PLM. Et je pense aussi qu'aujourd'hui, nous voyons un peu la budgétisation des différentes stratégies qui étaient définies. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons vraiment aller dans la mise en œuvre, évidemment qui a commencé avec la mise sous traitement avec les médicaments disponibles depuis 2017, avec l'appui de la PLM que vous avez vraiment rappelé lors de votre présentation. Donc au nom de la DGS, je pense qu'elle n'a pas pu donner bien de mission. Et j'ai tenu à être là aussi pour manifester tout notre soutien en tant qu'acteur de la santé, mais aussi en tant que représentant de la DGS. Je vous remercie. Merci. Alors, je pense que je vais être très brève. Juste dire pourquoi, depuis plusieurs mois, nous sommes mobilisés dans l'élaboration du plan stratégique de lutte contre les hépatites. Parce que pour nous, ça va être un excellent outil de plaidoyer. Plaidoyer au niveau national, mais également plaidoyer auprès de la communauté internationale. On est à un bon momentum. Nous avons porté des combats ici depuis plusieurs années pour que le problème des hépatites soit une priorité au niveau de notre pays. Et nous avons eu beaucoup de difficultés pour que ce soit considéré comme tel. Les hépatites doivent être une priorité partout dans le monde, et encore plus en Afrique. Parce que je pense que quand on regarde la prévalence de ces infections, quand on voit, excusez le terme, les dégâts causés par les hépatites, donc en termes de morbidité, en termes de mortalité, on peut comprendre que les hépatites soient une priorité. Je pense qu'on est à un bon momentum parce que, comme vous le savez, les hépatites ont été reconnues comme 4e priorité mondiale. Dans le cadre de ce plan stratégique, qu'avons-nous fait? C'est vrai que nous avons essayé de respecter les rubriques habituelles que l'on retrouve dans un plan stratégique. Nous avons développé toute une partie qui va être présentée aujourd'hui sur l'impact de ce plan stratégique, sur la morbidité, sur la mortalité, sur le nombre de décès évités. Ce n'est pas classique de retrouver ces données dans un plan stratégique. Et je pense que toute cette partie de modélisation, etc., va être présentée par Miloud. Moi, je vais juste présenter, mais de manière extrêmement ramassée,
la première partie de ce plan stratégique, nous allons surtout, à partir des actions prioritaires, nous projeter et parler de surtout l'impact du plan, comment nous allons nous organiser, comment nous allons suivre le plan, etc. Je dis qu'un long chemin déjà parcouru et un leadership très fort. Ce qu'il faut savoir, c'est que les essais vaccinaux contre l'hépatite B chez les nourrissons et les nouveau-nés ont été réalisés ici, au Sénégal, à Niakhar. Quand on n'avait ni la preuve de l'efficacité, ni la preuve de l'innocuité de ce vaccin, tous les essais se déroulaient ici à Niakhar. Évidemment, sous la coordination du professeur Diop Mar, notre maître, ancien doyen de la faculté de médecine, pharmacie et d'odontostomatologie. C'est ici également l'école de Dakar qui a démontré pour la première fois dans le monde la filiation hépatite, cirrhose, cancer du foie. Nous le devons à nos maîtres. On ne le dit pas souvent, mais c'est ça aussi la réalité. Nous avons une longue tradition de dépistage des donneurs de sang pour l'hépatite B depuis 1982. Mais les efforts sont à poursuivre. Parce que nous avons de nombreux défis. D'abord, l'apparition de nouveaux virus, des hépatites. Virus C, virus D, virus E, et j'en passe. Nous avons également à poursuivre les efforts parce que nous avons des données extrêmement limitées. Un autre défi, c'est le faible niveau de sensibilisation du personnel de santé. Nous avons eu à faire des enquêtes CAP et on se rend compte que les hépatites sont très mal connues. Ceci n'est pas spécifique au personnel de santé. Il existe un faible niveau aussi de sensibilisation du grand public. Parce que dans le plan stratégique, justement, de la lutte contre les hépatites au Sénégal, nous n'avions aucun moyen qui était dédié à la communication ou à la sensibilisation du grand public. Nous avions eu une politique extrêmement volontariste, avec des messages que l'on faisait passer à travers les radios ou à travers les télévisions, mais pas réellement un plan structuré de communication envers le grand public. Toujours dans les défis, et ça c'est les défis les plus actuels, c'est aujourd'hui le coût élevé des tests biologiques et des traitements. Une stigmatisation et une discrimination. Mais en face de ces défis qui sont des défis énormes, nous avons également des opportunités. Ces opportunités nous viennent des connaissances sur les hépatites qui se sont beaucoup enrichies ces dernières années. Nous viennent des outils de dépistage du VHB et du VHV très performants aujourd'hui. Des traitements efficaces qui permettent de contrôler l'hépatite B et de guérir l'hépatite C. Un accès de plus en plus étendu à la couverture sanitaire, je parle au niveau mondial. Autre opportunité, c'est les possibilités que nous avons aujourd'hui d'intégrer des services de santé et des soins cliniques. Je vais très rapidement parler de l'analyse situationnelle dans le cadre de ce plan. L'analyse situationnelle a été abordée sous le prisme des 6 piliers du système de santé. D'abord la gouvernance.
La lutte contre les hépatites au Sénégal est pilotée par le Programme national de lutte contre les hépatites, le PNLH, qui a pour mission d'élaborer en partenariat avec les acteurs le plan national de lutte contre les hépatites et d'en assurer une bonne mise en œuvre. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Le PNLH assure la coordination des interventions décrites dans le plan ainsi que le suivi et évaluation du dit plan. Voilà en ce qui concerne la gouvernance de la lutte contre les hépatites au Sénégal. Deuxième pilier du système de santé, le personnel. En ce qui concerne la lutte contre les hépatites, le personnel qui est impliqué dans les activités de prévention et de dépistage est essentiellement le personnel paramédical et les relais communautaires. En revanche, en ce qui concerne la prise en charge des malades atteints d'hépatite B et C, elle est assurée par le personnel médical, je dirais même spécialisé. Gastro-entérologues, infectiologues, hépatologues, médecins internistes, mais qui exercent pour la plupart à Dakar et à Thiès, dans le privé, plutôt que dans le public. Dans l'analyse situationnelle, c'est très important de revenir sur des choses comme ça, parce que cela va nous permettre d'affiner nos stratégies et de donner nos orientations stratégiques. En ce qui concerne toujours le personnel, des sessions de formation du personnel de santé à la prise en charge des hépatites sont régulièrement organisées sans pouvoir atteindre un nombre suffisant pour couvrir les besoins. Donc vous verrez que dans les orientations stratégiques, il est question de former le personnel. C'est pour avoir une masse critique, pouvoir décentraliser ces activités. Le défi reste la formation continue de ce personnel et la formation d'une masse critique de ressources humaines pouvant assurer la prise en charge des porteurs chroniques du VHB et du VHC dans toutes les régions du Sénégal. Le troisième pilier, c'est les prestations. D'abord, la vaccination. Il faut distinguer deux périodes quand on analyse la situation. De 1999 à 2004, le PNLH a assuré la vaccination contre l'hépatite B à la naissance, à travers les structures de santé publiques et privées. Il a assuré la vaccination des enfants de 24 à 59 mois dans les établissements préscolaires publics et privés par son personnel propre. Depuis 2005, les activités de vaccination des enfants de 0 à 11 mois ont été intégrées au PEV. Et le PNLH assure l'immunisation des enfants de 12 à 59 mois. Dans le programme élargi de vaccination, l'immunisation des nourrissons se fait par le pentavalent, administré à 6, 10, 14 semaines. Depuis 2016, la vaccination à la naissance a été, je dis bien, réintroduite. Je ne suis pas d'accord que la vaccination à la naissance a été introduite au Sénégal en 2016. Elle a été introduite en 1999. Et la couverture vaccinale en décembre 2017 est de 82%. Pourquoi c'est important d'insister sur ce point? Parce que notre pays s'est engagé dans un calendrier vaccinal qui consistait à différer la vaccination à 6 semaines, puisque le vaccin utilisé ne peut pas être administré à la naissance. Résultat des courses. Aujourd'hui, dans le cadre de la vaccination, nous sommes obligés d'introduire une dose supplémentaire avec son coût à la naissance. On est revenu à un calendrier vaccinal orthodoxe.
regarde toujours les prestations, le dépistage et les systèmes de surveillance. Je demandais tout à l'heure au professeur Saliou, on avait les données du Centre national de transfusion sanguine pour 2016, mais nous n'avons pas pour 2017, donc ça va être complété. C'est pour ça que c'est en rouge dans le document. Les statistiques également du PNLH nous permettent d'avoir les statistiques en nombre de personnes à risque qui ont été dépistées. Pour l'hépatite C, là aussi, pour le personnel de santé, nous avons mené une enquête qui nous permet aujourd'hui de déterminer la prévalence chez les personnes à risque. Je pense que le docteur Loukouba pourra compléter ces données tout à l'heure parce que nous avons toutes ces données-là. Et toujours en termes de dépistage, il faut dire que le dépistage des femmes enceintes n'est pas obligatoire dans notre pays. Même si beaucoup de sages-femmes et gynécos l'intègrent dans le bilan prénatal. Mais peu d'entre elles reçoivent une PTME basée sur les antiviraux. C'est important, parce que vous verrez que dans le plan stratégique, le dépistage des femmes enceintes va occuper quand même une place importante, parce que c'est quand même une intervention à haut impact qui pourrait améliorer la transmission mère-enfant du virus de l'hépatite B, alors qu'on sait que la transmission verticale est le principal mode de transmission du virus de l'hépatite B chez nous. Très rapidement, en ce qui concerne la surveillance, on dira que le système actuel de surveillance de la santé ne comprend pas l'hépatite virale. Vous me direz comment? Parce que ce n'était pas une priorité. On a beaucoup travaillé sur le sida, on a beaucoup travaillé sur le paludisme, sur la tuberculose, mais on n'a pas un système de surveillance aujourd'hui par rapport aux hépatites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir aussi le mettre en place dans le cadre de ce plan. Toujours dans les interventions, le traitement des malades d'hépatite B et C. Au Sénégal, le traitement de l'hépatite B a connu des avancées notoires. En 2017, le tenofovir, qui est la principale molécule utilisée, est disponible à la pharmacie nationale d'approvisionnement, dans les principaux hôpitaux de Dakar et au PNLH. Il faut dire que des efforts importants ont été faits pour l'accessibilité financière de ces médicaments. Ainsi, le tenofovir est cédé à 5 000 francs CFA pour les malades disposant d'une couverture médicale. Parce que ces gens-là ne payent qu'une partie et l'autre partie est prise en charge. 2 500 francs pour les malades n'ayant pas de couverture. Et une entière gratuité pour les indigents. Mais comme au Sénégal, on ne sait pas qui est indigent, je pense que tout le monde est indigent. On a voulu restreindre ça à toute personne figurant dans la base de données des bénéficiaires des bourses familiales. Donc on s'est aligné sur l'État qui distribue des bourses familiales et qui considère qu'il a affaire à de vrais indigents quand il s'agit de cette catégorie de personnes. Il faut dire qu'en termes de traitement, d'après les statistiques, en décembre 2017, nous avions 893 malades qui étaient sous traitement et le recrutement de nouveaux malades se poursuit. En ce qui concerne l'hépatite C, en termes de traitement, il n'y a pas de stratégie nationale. Quels sont les principaux obstacles à la prise en charge des malades? D'abord, la prise en charge spécialisée des malades, alors que le rapport spécialiste-malade est très faible.
Je pense que dans un pays comme le Sénégal, dans nos stratégies, en tout cas en santé publique, nous ne pourrons pas faire de la prise en charge spécialisée en ce qui concerne les malades d'hépatite. Je pense qu'il nous faut résolument aller vers une prise en charge non spécialisée. Deuxième obstacle, c'est les bilans pré-thérapeutiques et de suivi des malades, qui sont inaccessibles. Quand je dis inaccessibles, d'abord géographiquement, peu de laboratoires sont équipés pour les réaliser et les coûts sont très élevés. On a fait une évaluation des coûts et on voit que ça varie entre 45 000 et 80 000 pour faire les bilans pré-thérapeutiques ou les bilans de suivi de malades. Qui peut, quel est le Sénégalais qui peut être traité à vie, parce que c'est le cas de l'hépatite B, et avoir un suivi régulier avec des bilans pré-thérapeutiques à ce coût-là? Il nous faut réellement mettre en place des stratégies pour pouvoir prendre en charge les malades atteints d'hépatite B et C. Toujours dans les obstacles, c'est les médicaments pour l'hépatite C, qui sont jusqu'à maintenant inaccessibles financièrement. Nous étions à des coûts de 300 000 francs par mois, dans le meilleur des cas. Sur un traitement de 12 semaines, on est de l'ordre du million. Et on ne peut pas engager un traitement sans avoir sécurisé financièrement des fonds pour cela. Donc nous n'avons pas introduit ou promu réellement le traitement de l'hépatite C chez nous. Vous verrez que ce plan l'intègre parce que nous risquons d'être rattrapés, même si la prévalence aujourd'hui est faible, de l'ordre de 2%, nous serons très vite rattrapés par le problème de l'hépatite C, qui viendrait s'ajouter au problème de l'hépatite B. Donc il nous faut tacler ce problème aussi. Évidemment, le plan stratégique que nous vous présentons prévoit des stratégies pour lever ces obstacles. Toujours dans les piliers du système, l'approvisionnement en médicaments. Il faut dire très clairement que l'approvisionnement en médicaments est assuré par la pharmacie nationale d'approvisionnement, la PNA. Conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays, l'approvisionnement se fait par appel d'offres international ouvert, ce qui permet d'avoir les meilleurs prix. Ce point est très important parce que nous avons la possibilité, les textes ne nous le permettent pas, et à mon avis, je ne pense pas non plus que ce soit une bonne chose. De plus en plus, des laboratoires pharmaceutiques nous proposent des partenariats avec un package incluant les médicaments. Je voudrais dire qu'il faut qu'on reste conforme à la réglementation en vigueur dans notre pays. Parce que nous avons cette expérience. Des partenariats que nous avons signés, on était dans une situation de monopole. Et évidemment, à partir du moment où on avait démarré le programme, cette situation de monopole faisait que les prix grimpaient avec le laboratoire. Il faut qu'on reste en appel d'offres ouvert, toujours dans le cadre de cet approvisionnement en médicaments. Les besoins au niveau national sont exprimés par le PNLH, qui travaille en étroite collaboration avec la PNA pour la préparation des dossiers techniques. Et je salue vraiment
cet esprit de collaboration de la pharmacie nationale d'approvisionnement qui vraiment, à un moment très critique en 2017, où on était en rupture par rapport au tenofovir, a pu régler ce problème grâce à un système que nous avons mis en place et que nous pourrons décrire si vous le souhaitez. Autre pilier, le financement de la lutte contre les hépatites au Sénégal. Le programme national de lutte contre les hépatites a des ressources humaines et financières limitées qui lui permettent d'accomplir ses missions, mais avec des difficultés. La subvention de l'État, tenez-vous bien et bien accrochés, est plafonnée à 27 millions de francs CFA par an. C'est ça le budget du PNLH. Et je le dis très très clairement pour les gens parce que tout ce qu'on a à faire comme activité, 27 millions de francs de fonctionnement. Mais le PNLH mobilise des ressources additionnelles auprès de rares partenaires que sont la coopération belge dans le cadre d'organisation d'ateliers, auprès de l'industrie pharmaceutique. Nous avons bénéficié de subventions de MSD, de Roche. Le PNLH mobilise également auprès d'institutions de promotion de la recherche en réponse à des appels d'offres. Toutes les activités de recherche que nous avons menées n'ont pas été financées par l'État du Sénégal, mais nous avons répondu à des appels d'offres qui nous ont permis d'accéder à des fonds qui sont des fonds compétitifs et qui nous permettent aujourd'hui de faire de la recherche de qualité. Nous avons mobilisé auprès des fondations, comme la Fondation Elisabeth Diouf Solidarité Partage, je le dis, qui nous a accompagnés en 1999, quand nous n'avions pas un seul sou à mettre dans la lutte contre les hépatites, qui a continué à nous accompagner 10 ans après. Et je voudrais rendre un hommage à la Fondation Elisabeth Diouf Solidarité Partage du nom de la première dame lors du magistère du président Diouf. Le PNLH a mobilisé également auprès de la fondation de la Green Cross Corporation ou encore de la fondation Sonatel. Je mets ça pour que dans nos réflexions, qu'on puisse intégrer dans le plan de mobilisation de ressources, quels sont les potentiels bailleurs à qui nous pouvons nous adresser. Et c'est pour ça que je le mets avec beaucoup de transparence, qu'on sache que nous avons obtenu des financements auprès de ces fondations, etc., que les gens puissent également intégrer cela dans le plan de mobilisation des ressources. Mais si l'on considère l'investissement annuel de l'État et de ses partenaires au développement dans la lutte contre les hépatites, il est de plus de 2 milliards. Très rapidement, 210 millions pour la vaccination des nouveau-nés, 1 milliard pour la vaccination des nourrissons dans le cadre du PEV, 300 à 400 millions pour le dépistage des donneurs antigènes HBS positifs, anticorps, anti-HCV positifs, etc. Mais cet investissement est rentable avec un retour sur investissement important en termes de vies sauvées et en termes d'infections évitées. Et je pense que cette partie vous sera présentée par Miloud Kadar. Dernier pilier par rapport au système de santé, le système d'information, suivi, évaluation. Il faut dire que dans sa phase pilote, le programme national de lutte contre les hépatites avait beaucoup collaboré avec les régions médicales, avec les districts de santé, pour développer un système de collecte d'informations et un système de suivi et évaluation des activités de vaccination au travers d'outils très performants. Mais si les activités de vaccination ont été intégrées au PEV en 2005, le système d'information et de suivi et évaluation n'ont pas suivi.
De même, l'offre de services s'est élargie. Je disais tout à l'heure que les premiers plans, c'était essentiellement, l'intervention essentielle, c'était la vaccination. Aujourd'hui, nous avons le dépistage, nous avons le traitement, nous avons la vaccination des personnes à risque. Sans qu'un système d'information et de suivi-évaluation ne soit mis en place. L'élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique est une excellente opportunité pour définir et mettre en place un système de suivi-évaluation solide. Très rapidement. Donc ça, c'était vraiment l'état des lieux. Et c'est à partir de l'état des lieux qu'on peut se projeter. Les perspectives 2019-2023, en termes de vision, c'est celle d'un Sénégal qui est exempt de toute nouvelle infection à l'hépatite virale. Je dis nouvelle. Où toutes les personnes atteintes d'hépatite chronique B et C connaissent leur statut. Et toutes les personnes atteintes d'hépatite B et C chronique ont accès à des soins de haute qualité et à des traitements curatifs à l'abri de toute stigmatisation et ou discrimination. Voilà la vision. Une vision, elle doit être ambitieuse. Et je pense qu'on l'est. Maintenant, il faudrait voir comment y aller. Mais je pense que l'élaboration de ce plan se déroule dans un contexte favorable. En 2014, il y a eu une approbation de cette résolution qui soulignait en plus la nécessité pour les pays de donner la priorité à l'élaboration de leur politique, stratégie et ligne directrice nationale pour la lutte contre l'hépatite virale, compte tenu de leurs besoins spécifiques et des ressources disponibles. Ça, c'est 2014. On est en 2018. Je pense qu'on est vraiment en plein là-dedans. En 2017, au Sénégal, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, par le biais de la Direction générale de la santé, a mis en place des groupes de travail techniques sur les hépatites virales, composés de responsables gouvernementaux, d'experts techniques, en vue de l'élaboration des lignes directrices nationales pour la prévention et le contrôle des hépatites virales au Sénégal, conformément donc aux suggestions ou aux instructions, je ne sais pas comment je peux les appeler, de l'Organisation mondiale de la santé. Ces groupes sont également chargés d'apporter leur contribution à l'élaboration du plan stratégique de lutte contre les hépatites dans notre pays, en s'appuyant sur l'expérience acquise grâce au programme de lutte contre le VIH. Donc, il y a non seulement des groupes, mais il y a un certain cadrage en nous disant de capitaliser sur l'expérience du Sénégal en matière de lutte contre le VIH. Ce plan stratégique s'inscrit dans un cadre qui est un cadre mondial. 3 éléments de cadrage par rapport à ce plan. D'abord, le cadre d'action mondiale qui a défini la vision comme celle d'un monde, où la transmission de l'hépatite virale est stoppée et où toute personne souffrant d'hépatite virale a accès à des soins et des traitements sûrs, abordables et efficaces. En termes d'objectifs, l'idée c'est d'éliminer d'ici 2030 l'hépatite virale en tant que grave menace pour la santé publique. En tant que menace pour la santé publique. Les cibles, il s'agit de réduire l'incidence de l'hépatite chronique de 90% d'ici 2030, d'abaisser le nombre de décès annuels dus à des hépatites chroniques de 75% d'ici 2030.
regardez bien ces chiffres. Et tout à l'heure, dans la présentation de Miloud, vous verrez qu'en 2030, on le sait par anticipation, malgré les efforts que nous ferons, nous ne serons pas au rendez-vous. Le cadre d'action, avec des objectifs stratégiques qui ont été déclinés, d'abord des données pour cibler les actions, toujours des interventions à fort impact, des services qui sont dispensés dans une optique d'équité, des solutions financières viables, des innovations pour accélérer le progrès. Évidemment, comme dit sur ce schéma, la mise en œuvre de la stratégie demandera leadership, partenariat, responsabilisation, suivi et évaluation. Vous voyez que dans ce cadre mondial, il y a une place particulière pour le plan d'action national et également le plan d'action des partenaires qui doivent être alignés. Et évidemment, place est faite également à l'Organisation mondiale de la santé. Les interventions à haut impact également ont été définies, allant de la prévention au dépistage, au lien aux soins, au traitement. Toujours le cadrage au niveau mondial, les axes stratégiques ont été clairement définis par l'Organisation mondiale de la santé. Le premier axe stratégique, c'est la prévention de nouvelles infections aux hépatites virales. Le deuxième axe, c'est l'amélioration du traitement des hépatites virales et la prise en charge des porteurs chroniques. Troisième axe, c'est de réduire les disparités de santé en matière de lutte contre les hépatites. L'axe stratégique 4, c'est de coordonner et d'assurer le suivi et évaluation de la mise en œuvre des activités. Et enfin, le dernier objectif qui est le cinquième, le dernier axe qui est le cinquième, c'est d'assurer un financement soutenable et durable pour mettre en œuvre les plans d'action. Pour le cadre opérationnel de notre plan, l'objectif général a été défini. Il est de réduire considérablement la transmission des hépatites virales B et C, de réduire la morbidité et la mortalité des porteurs chroniques d'hépatite virale en s'alignant sur les cibles de la stratégie mondiale de lutte contre les hépatites à l'horizon 2030. Vous les avez vus, ces objectifs, on les rappelle juste, réduire de 90% les nouveaux cas d'hépatite B chronique et C, et de réduire de 75% les décès liés aux hépatites B et C. Et enfin, en termes de couverture de traitement, nous ciblons 80% des porteurs chroniques d'hépatite B et C à l'horizon 2030. Nous avons défini ici, avec vous, à travers plusieurs ateliers, les objectifs spécifiques de ce plan et les interventions prioritaires. Le premier objectif, c'est d'augmenter la sensibilisation de la communauté à l'hépatite virale et de réduire la stigmatisation et la discrimination. Le deuxième objectif, c'est de renforcer les données sur les hépatites par la recherche et un système de surveillance épidémiologique performant. Le troisième objectif, c'est de prévenir la transmission de l'hépatite virale. Le quatrième objectif spécifique, c'est d'améliorer le diagnostic et le traitement de l'hépatite chronique. Et enfin, le dernier objectif, c'est la politique de gestion et de coordination. Je voudrais laisser la parole au docteur Miloud, qui va présenter ses interventions prioritaires vraiment ramassées, sans rentrer dans les activités, et qui va surtout nous présenter les études d'impact, le costing du plan, etc. Merci. Chers amis, il est très difficile de prendre la parole après le professeur Sall Diallo, tellement elle est éloquente, claire et convaincante.
C'est un vrai défi. En tout cas, c'est un plaisir de l'entendre, tellement elle est convaincante et claire dans ce qu'elle dit. Je crois qu'elle vous a présenté l'historique de la lutte contre les hépatites au Sénégal, qui n'a pas commencé en 1999 ou en 2004. C'est une longue histoire et elle vous a rappelé les fondements et les jalons de cette histoire. Et je pense que vous devez et vous pouvez en être fiers. Et le défi pour nous tous, et pour vous en particulier, c'est d'être à la hauteur des ambitions de ceux qui ont entamé cette lutte. Alors, elle vous a présenté aussi la situation actuelle des hépatites dans le monde. Elle vous a aussi présenté la situation actuelle au Sénégal. Et ensuite, elle vous a parlé de la vision ambitieuse, importante, très claire, de la lutte contre les hépatites au Sénégal. Elle vous a présenté aussi les objectifs, qu'elle vient de le faire. Derrière ces objectifs, il y a de multiples activités sur lesquelles on ne va pas revenir puisqu'ils ont été déjà discutés et présentés. Donc avec ça, on a un plan stratégique national. Mais la question qui se pose maintenant, qui est un complément nécessaire et utile, c'est quelles sont les stratégies de mise en œuvre de ce plan. Comment on va le mettre en œuvre concrètement? Quelles sont les stratégies possibles? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est quel pourrait être l'impact de la mise en œuvre de ce plan stratégique sur la santé des populations, sur l'économie du pays, sur les ressources financières du ministère de la Santé et des autres acteurs concernés. L'autre question que l'on va se poser, c'est combien va coûter les différentes stratégies ou scénarios. Si on en a plus qu'une, donc c'est important de savoir pour chaque stratégie, pour chaque méthode de mise en œuvre, quel est le coût associé à cette stratégie ou à cette modalité de mise en œuvre. Et enfin, lorsqu'on a terminé avec l'estimation des coûts, la question qu'on va se poser, c'est comment financer tout cela. Et comment financer tout cela nous oblige à dire quel est le financement actuel. De quoi dispose-t-on déjà? On ne commence pas de zéro, puisqu'il y a eu déjà des actions et des activités, comme l'a rappelé le professeur Diallo. Donc quel est le financement actuel? Quel est le financement nécessaire pour mettre en œuvre ce plan stratégique national, les différents scénarios que l'on a identifiés? Quel va être le gap, quelle va être la différence entre le financement nécessaire, le financement requis et le financement actuel? On a besoin de 5 milliards, on a déjà 1 milliard, le besoin de financement est de 4 milliards. Donc c'est important que le décideur et les acteurs et les managers aient ce genre d'informations. Et donc c'est un peu tout le travail qu'on a fait ensemble pendant plusieurs mois. Je peux pas, je ne vous cacherai pas l'intensité des efforts qui ont été faits pour répondre à ces questions qui a priori paraissent simples, évidentes. N'est-ce pas? Quelle stratégie, quel coût, quel impact, quel financement? Et c'est pour cela qu'à mon avis, je disais tout à l'heure, le Sénégal est un pionnier, est un modèle dans ce cadre, parce que je ne connais pas beaucoup de pays dans le monde qui ont fait tout cet exercice. Parce que c'est facile de dire, voilà, nous allons réduire de 75% et de 90%. C'est très bien, tout le monde est d'accord. Mais est-ce qu'on a une feuille de route avec tous les éléments qui permettent de dire voilà comment nous allons le faire et comment on va s'organiser. Et voilà aussi les limites dans lesquelles on se situe, parce que chaque pays, et le Sénégal n'échappe pas à cela, a des limites. Le problème, c'est comment les gérer, comment les contourner, comment les dépasser. Donc voilà un petit peu le sens de l'exercice que l'on a fait ensemble depuis plusieurs mois, et vous imaginez toutes les difficultés, notamment en termes de données. Sur la même question, vous posez la question à monsieur, il va vous donner une réponse, vous posez la question à madame, vous donnez une autre réponse. Et vous êtes au milieu, et comment vous allez faire pour arriver à quelque chose. Tout ça, nous avons affronté ensemble, et avec le consensus, et avec la contribution dynamique et beaucoup d'énergie, on a pu dépasser les difficultés dans ce domaine. Donc voilà, je voudrais... Alors voilà un peu les points que je vais aborder, c'est ce que je viens de vous dire maintenant. Alors, l'hépatite virale, c'est un problème majeur au Sénégal, ça a été rappelé. Il y a plus de 1,4 million de Sénégalais qui sont infectés par l'hépatite B et 300 000 par le virus de l'hépatite C. Je donne ces chiffres pour dire que c'est un problème de santé publique.
ce ne sont pas des cas isolés, ce ne sont pas des cas dispersés, ce ne sont pas des cas modestes. La proportion et les chiffres sont significatifs pour dire qu'il y a un problème de santé publique. Et c'est pour cela qu'on parle de priorité sanitaire nationale. Et il y a une croissance également des cas de maladies du foie, y compris les cancers et les cirrhoses. On n'est pas seulement dans la santé primaire, on n'est pas seulement dans les soins de santé de base, mais l'impact des hépatites a des conséquences graves sur la santé de la population et sur le mode de prise en charge, parce qu'il faut traiter les cancers du foie. Alors on peut dire on ne va rien faire, on va traiter les cancers du foie, mais avec combien de centaines de milliards, n'est-ce pas? Donc c'est important de savoir quel est l'impact épidémiologique en termes de mortalité et de morbidité et comment les affronter. Et il y a environ 18 000 décès par an liés à l'hépatite virale B. 18 000 par an décès dans ce domaine. Mais il y a, comme l'a rappelé le professeur Diallo tout à l'heure, un plan stratégique a été développé, il y a des nouveaux médicaments efficaces contre l'hépatite B, mais aussi contre l'hépatite C. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Contre l'hépatite C, on était pratiquement démunis en termes de traitement. On avait un taux d'efficacité de 40, 30%, 50% au maximum, avec des traitements difficiles. Pour les vaccinations des nouveaux personnels de santé, donc ceux qui sont en train d'être recrutés et qui vont être recrutés, mais aussi pour les étudiants en médecine, en pharmacie, tous les étudiants qui sont du secteur de la santé, là on vise en 2019 50% de vaccination pour ces cibles. Vaccination à la naissance, on a déjà autour de 80%, on vise au moins à maintenir ce taux de vaccination de 82%, et puis le traitement des mères, enceintes en particulier, on vise donc un taux de 80%. Et vous voyez un peu l'évolution entre 2019 et 2023, avec des cibles et des taux de couverture attendus ou souhaités qui sont significatifs. Alors, quelle stratégie de mise en œuvre? Alors on a dit qu'on a trois situations, ou trois possibilités. La première situation, on ne fait rien. On laisse les choses telles qu'elles sont actuellement, le statu quo. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'argent, parce qu'on n'a pas ceci, parce qu'on n'a pas cela, etc. On a d'autres priorités et personne ne s'en occupe, ou on fait uniquement ce qu'on a l'habitude de faire dans la routine. Donc il n'y a pas de traitement significatif pour le virus contre l'hépatite B, il n'y a pas de dépistage actif systématique, mais seulement quelques patients qui sont diagnostiqués et traités lorsqu'on le peut, lorsque les moyens le permettent. Pour l'hépatite C, pas de traitement significatif, c'est le cas actuellement, il y a quelques exceptions, quelques cas. Il n'y a pas de dépistage systématique actif et il n'y a que quelques patients qui sont diagnostiqués et traités selon des anciennes méthodes et avec, lorsqu'ils ont des moyens, des nouvelles, mais à leur charge, etc. Donc ça, c'est le point de référence, si j'ose dire. Hein, on a un benchmark, on a une référence qui est la situation actuelle, le scénario en continu actuellement. Et on va voir quelles sont les conséquences sur le plan épidémiologique. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? C'est une question intéressante. Parce que certains vous diront non, c'est trop lourd, c'est trop cher, c'est trop compliqué. Mais le coût de ne rien faire est très élevé. C'est ça. Le coût de l'inaction est énorme sur l'économie, sur les budgets des ménages, sur les budgets des organismes de financement, mais aussi sur la population, et d'abord sur la population. Deuxième scénario, on a une stratégie nationale qui a été développée, c'est pas PNLH mais PSN, Plan Stratégique National, 2019-2023, et donc là on dit, si on met en œuvre ce scénario tel qu'il est défini par le Plan Stratégique National, qu'est-ce que ça va donner en termes de lutte contre l'hépatite B, contre l'hépatite C. Donc là c'est une alternative qui va dans le sens des engagements pris par la République du Sénégal avec l'Assemblée mondiale de la santé en termes de réduction de l'incidence et en termes de prise en charge des patients concernés. Et puis on a une troisième possibilité, c'est que si on double les objectifs du plan stratégique national, si on est plus ambitieux et on double les objectifs du plan stratégique national, qu'est-ce qui va se passer? Et donc là on a 40 000 nouveaux patients qui sont intégrés, et on a 300 000 patients qui sont traités, par exemple, pour l'hépatite B. Et puis pour l'hépatite C, on a un scénario qui donc permet d'aller au-delà du plan stratégique national, et une expansion de 12 000 nouveaux patients d'ici 2026,
89 400 patients traités au total d'ici 2030. Donc ça, on a des objectifs beaucoup plus ambitieux avec ce qu'on appelle ici le scénario rapide. Rappelez-vous ces deux termes. Scénario progressif, c'est la stratégie telle qu'elle a été définie dans le plan stratégique national. Et puis le scénario rapide, c'est qu'on double les objectifs. On est ambitieux pour aller plus vite et atteindre les objectifs tels qu'ils ont été définis par l'OMS au niveau mondial. Alors, quels sont les résultats sur le plan épidémiologique? Quelle est la conséquence, par exemple, pour le virus de l'hépatite B? Avec le scénario progressif, donc celui qui est lié au plan stratégique national, on a 150 000 patients qui seront sous traitement contre l'hépatite B d'ici à 2030. Et 300 000 patients si on prend le scénario rapide. 150 000 patients seront sous traitement contre l'hépatite B d'ici 2030 avec le scénario progressif et 300 000 patients le seront avec le scénario rapide. Donc vous voyez un petit peu l'évolution. Et puis pour chaque année, on a par exemple, pour le scénario progressif, on passe de 2 000 patients, ensuite à 2020, 4 000, 6 000, etc., etc. Et donc au total, on a 150 000 pour le scénario progressif et 300 000 pour le scénario rapide. Juste dire que c'est nous-mêmes, lors des ateliers, qui avons défini ces chiffres-là. Tout à fait. Hein? De manière consensuelle. Avec les gastro, etc. On s'est projeté à partir de la situation actuelle. Hein, et on a vu, si on était à 2000 patients en 2019, 4000, bon, parce que ça peut paraître énorme quand on dit 150 000, mais c'est en cumulatif, c'est une longue période. Oui. Mais par rapport à la période du plan, c'est 2000, 4000, 6000 et 10 000. Ce qui fait 30 000 pour la période 2019-2023. Voilà. Alors, si on prend l'hépatite C, par contre, quel va être l'impact épidémiologique de l'hépatite C de la mise en œuvre des deux stratégies? Donc, pour l'hépatite virale C, nous utilisons les objectifs du traitement établis dans le plan stratégique national. Donc, c'est ce qui se passe au début. Et puis ensuite, on a une croissance selon le scénario rapide ou selon le scénario progressif. Vous voyez, selon le scénario progressif, c'est la ligne bleue. Qu'est-ce qui se passe après 2023? Et selon le scénario rapide, c'est la ligne rouge, où vous voyez qu'après 2023, on a une croissance extrêmement importante. Après, il y a un plateau entre 2028 et le reste. Peut-être là aussi faire le commentaire, regardez les chiffres. En bas. Parce que la prévalence de l'hépatite C est de 2% dans notre pays. Comparé à la prévalence de l'hépatite B, on a considéré pour l'hépatite B 10 fois plus de malades traités. Bien sûr. Parce qu'il ne faut pas, j'arrête pas de le dire, la super priorité, c'est l'hépatite B dans notre pays. Donc on ne peut pas utiliser l'argent de l'État pour aller, parce qu'on a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression parce qu'il y a eu énormément de recherches sur l'hépatite C. On est en train de promouvoir le traitement de l'hépatite C. Il y a des pays qui, les yeux fermés, signent alors qu'ils ne regardent même pas convenablement. Il faut réellement dire où sont nos priorités. Voilà. Nous avons dit 2000 par année pendant ces 5 prochaines années pour l'hépatite B, 300 pour l'hépatite C, 300, 600, etc. pour arriver à peu près à 2023 à 6 000 patients. Il y a un souci qui est extrêmement important, et le professeur Diallo a raison d'insister, il y a un souci d'efficience et d'efficacité, c'est-à-dire d'atteindre et vraiment de pouvoir traiter. Le deuxième souci, c'est un souci d'équité. Et c'est pour ça que l'hépatite B, vu son ampleur et sa présence dans le pays, elle doit bénéficier d'un effort beaucoup plus soutenu. Et il y a un troisième souci qui est un financement durable. Un financement qui soit périn, qui permette justement, non pas de faire des coups d'éclat ou des coups de poing, mais vraiment de mettre en place un système de prise en charge, un système de dépistage, un système de vaccination, un système de traitement qui soit tout à fait durable dans le temps. Alors, vous me dites, voilà, ça c'est pour le scénario progressif et le scénario rapide. Maintenant, si on n'applique pas la stratégie nationale, et sinon on ne fait pas la mise à l'échelle nécessaire,
le Sénégal aura plus de 176 000 nouvelles infections par rapport à l'hépatite B d'ici 2030 et plus de 256 000 d'ici à 2050. Donc ça, c'est si on ne fait rien. Si on n'applique pas le plan stratégique national. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer zéro ou il ne va rien se passer. Si on ne fait rien, la situation va être extrêmement explosive sur le plan morbidité et mortalité. Pour l'hépatite B, par exemple. Pour l'hépatite C, on a 74 000, pratiquement 75 000 nouvelles infections par l'hépatite C d'ici 2030 et 232 346 nouvelles infections à l'hépatite C d'ici 2050. Donc le problème deviendra vraiment très significatif et un vrai problème de santé publique à large échelle. On aura environ 40 000 décès dus à l'hépatite B, au virus de l'hépatite B d'ici 2030 et 121 000 d'ici 2050. Pour l'hépatite C, 28 000 décès liés à l'hépatite C d'ici 2030 et 84 000 décès liés à l'hépatite C en 2050. Et puis on aura plus de 1000 cancers du foie et 4500 cas de cirrhose décompensés en 2030 du fait du virus de l'hépatite C. Donc si on ne fait rien, on va avoir des conséquences terribles pour les populations en termes de morbidité, en termes de mortalité, en termes d'augmentation de l'ampleur du problème de l'hépatite B dans le pays et d'augmentation de l'ampleur du pays pour l'hépatite C. Donc ne rien faire, ça ne veut pas dire que les choses vont rester telles qu'elles sont. Ça va s'empirer. Ça va empirer terriblement pour les populations et pour le système de santé, parce que tous ces gens-là viendront voir les hôpitaux, les systèmes de santé pour dire faites quelque chose. Faites quelque chose. Donc, ce n'est pas, quand on ne fait rien, ça ne veut pas dire que les choses vont rester stables. C'est le point que je voudrais que vous compreniez et je pense que c'est le cas. Alors, pour l'hépatite B, par exemple, là, si les activités de prévention liées au virus de l'hépatite B prévues dans le cadre du plan stratégique national sont maintenues, sont renforcées au-delà de 2024, le Sénégal peut réduire de plus de 50% le total des nouvelles infections. Donc avec la mise en œuvre du plan stratégique national, on peut avoir une réduction de 50% du total des nouvelles infections. Ça ne veut pas dire qu'on va régler le problème définitivement, mais on va le diminuer de manière considérable. Et là, vous voyez les chiffres, comment évoluent dans le temps, avec les 3 scénarios que j'évoquais tout à l'heure. Pour les décès, on a à peu près 21 à 40% de décès liés au virus de l'hépatite B entre 2019 et 2030 qui pourront être évités du fait qu'on a une augmentation du nombre de personnes, de patients traités contre l'hépatite B. Et on aura aussi entre 57 et 66% de décès en moins entre 2018 et 2050 du fait qu'on a mis en place le traitement élargi contre l'hépatite B. Donc là, vous voyez aussi une conséquence en termes de mortalité, en termes de morbidité qui est extrêmement importante. Malheureusement, ça ne veut pas dire qu'on pourra atteindre l'objectif de contrôle ou d'élimination d'ici 2030. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Quel que soit l'effort qui est fait, nous n'avons pas la possibilité d'atteindre ces objectifs dans les délais tels qu'ils ont été fixés au niveau mondial en 2030. Ça, il faut s'en rendre compte pour ne pas créer des false expectations, des attentes qui ne sont pas satisfaisantes. Alors, pour l'hépatite C, l'impact des scénarios, c'est-à-dire progressifs, donc liés à la stratégie nationale, et post-2023 sur la prévention des nouvelles infections sera plus faible dans les premières années, mais avec l'augmentation des patients traités, on aura au moins 70 000 nouvelles infections qui pourraient être évitées d'ici 2050 par rapport au statu quo, par rapport au fait que l'on n'agit pas. Les décès liés à l'hépatite C aussi diminueront de manière considérable entre 2019 et 2023, et puis bien sûr au-delà si l'effort est maintenu. Donc là on a pratiquement une diminution de 6 à 8% dans les premières années déjà, mais plus de 20 000 décès seront évités d'ici 2050 si on met en place les stratégies que l'on a considérées. Alors ça c'est en termes d'infection, en termes de nouveaux cas. Mais il y a aussi, pour l'hépatite C, les conséquences en termes de cancer du foie, en termes d'effet sur le nombre de cancers du foie et de cirrhose décompensée. Et la mise en œuvre du plan stratégique national réduira la prévalence du cancer du foie de 8% et la cirrhose décompensée de 9% annuellement d'ici 2030. Donc on réduit
le nombre de cas que l'on a pour que ce soit en termes de cancer du foie et en termes de cirrhose décompensée. Donc vous voyez les chiffres, comment ils évoluent entre 2019 et 2030, et ensuite après 2030, si évidemment l'investissement est maintenu. Et vous savez que si on ne fait pas ce genre d'action et que l'on veut prendre en charge les cancers du foie ou les cirrhoses décompensées, vous imaginez le coût et les charges financières pour les patients, pour la CMU, pour le ministère de la Santé et pour les familles des patients. Donc investir dans la lutte contre l'hépatite C a certes un coût élevé, mais l'impact en termes de vie sauvée et de réduction des cas de cancer du foie et de cirrhose décompensée est très significatif. Donc le coût de l'inaction est énorme, mais le coût de l'action est élevé, mais il a un retour sur investissement en termes de réduction des décès et en termes de réduction des cas qui est extrêmement significatif et rentable. Voilà un petit peu sur l'impact épidémiologique, c'est-à-dire quelles sont les conséquences de ce que l'on peut faire sur la mortalité, sur la morbidité. Est-ce qu'on va avoir moins de décès? Est-ce qu'on va avoir moins de cas ou pas? Ça, c'était la question à laquelle on a essayé de répondre jusqu'à présent. Deuxième question, combien ça coûte tout ça? Combien ça coûte tout ça? Alors, l'estimation qu'on a réalisée pour la période 2019-2023, pour le plan stratégique national, on a un chiffre autour de 50 à 50e milliards de francs CFA. Pour l'ensemble des objectifs qui ont été énoncés tout à l'heure par le professeur Diallo, et vous les avez ici, objectif 1, 2, 3, 4. Objectif 1, augmenter la sensibilisation de la communauté sur les hépatites virales et réduire la stigmatisation et la discrimination. Ça va coûter 0,6 milliards sur la période de 2019 à 2023. Objectif 2, renforcer les données sur les hépatites par la recherche et la surveillance épidémiologique performante. Là, c'est 700 millions sur la période. Sur l'objectif 3, prévenir la transmission des hépatites virales par toute une série d'activités, c'est le gros morceau. C'est 22 milliards. C'est 22 milliards la prévention de la transmission. Améliorer le diagnostic et le traitement de l'hépatite chronique, donc c'est les traitements de l'hépatite B, traitement de l'hépatite C, c'est 25,8 milliards sur la période de 5 ans. Et puis toute la gestion, la coordination, le suivi, l'évaluation, c'est autour de 1 milliard, 1,5 milliard sur la période de 5 ans. Voilà un peu le coût estimé de la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Voilà. Alors, on n'a pas fait l'estimation du coût du scénario rapide parce que ce serait plus élevé et peut-être difficile à concevoir pour le moment. Donc, si on arrive à déjà faire ça, ça serait tout à fait honorable et intéressant et très rentable pour le Sénégal. Donc là, je vous ai présenté la facture globale. Maintenant, on va donner un peu plus de détails. Vous voyez, pour chacun des objectifs, la proportion de cet objectif dans la facture totale. Par exemple, vous avez le dépistage, c'est le traitement, c'est 34%. La prévention, 44%. Le dépistage, 16%. Vous voyez donc les chiffres qui sont devant vous. En gros, je peux vous dire que 94% des coûts de la stratégie nationale, ça concerne la prévention, le dépistage et le traitement. Prévention, dépistage et traitement. 94% de l'enveloppe. Et là, vous voyez un petit peu comment ça évolue d'année en année. Alors au début, 2019, c'est à peu près 5 milliards. On n'a besoin que de 5 milliards pour mettre en œuvre tout ça. Mais évidemment, plus on est ambitieux et plus on a envie de toucher une population plus grande et de traiter le maximum de personnes, évidemment, l'enveloppe annuelle augmente jusqu'à 17 milliards en 2023. Alors, vous me dites tout ça, 50 milliards ou 17, mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente par rapport, par exemple, au budget du ministère de la Santé? Pour donner une idée, il faut bien rapporter ce chiffre à un dénominateur, à quelque chose, n'est-ce pas? Sinon, 50 milliards, est-ce que c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup? Hein? C'est beaucoup pour chaque individu. Est-ce que c'est beaucoup pour la société, pour l'économie, pour le Sénégal? Certainement. Mais il faut voir qu'est-ce que ça représente. Alors là, on a essayé de calculer le coût du plan stratégique national par rapport au budget total du ministère de la Santé. Eh bien, vous voyez qu'en 2019, ça représente autour de 3%. C'est-à-dire, si on devait consacrer le budget du ministère de la Santé uniquement à la lutte contre les hépatites virales, ça représenterait au total, au maximum, 3%. Mais vous avez vu tout ce qu'on sauve
qu'on vit. Vous avez vu tous les nombres d'infections et de cas d'infection que l'on évite. Tous les malheurs qu'on évite pour la population, avec 3% seulement du budget du ministère de la Santé. Peut-être le budget qui est consacré aux stylos, aux feuilles et autres tables et mobilier de bureau. N'est-ce pas? Donc, des économies ou meilleure gestion de certaines ressources permettraient de mettre en œuvre le plan stratégique national. Maintenant, cette part, elle augmente au fur et à mesure que nos ambitions augmentent, s'accroissent, deviennent plus importantes. Donc, c'est ce qui vous montre le scénario progressif et le scénario rapide. Et sur la droite, vous avez la comparaison du coût de la stratégie nationale, non pas au budget du ministère de la Santé, mais aux dépenses publiques de santé. Parce qu'il n'y a pas que le ministère de la Santé qui dépense pour la santé. Il y a le ministère de l'Éducation, il y a le ministère des Armées, il y a le ministère de l'Agriculture. Tous ces gens-là contribuent, participent à la protection de la population du point de vue santé. Donc j'ai pris les dépenses publiques. Je n'ai pas pris les dépenses des ménages. Je n'ai pas pris les dépenses de CMU. J'ai pris uniquement les dépenses du gouvernement, des institutions. Et donc là, vous voyez que la proportion est plus faible que les 2% dont je parlais tout à l'heure, mais évidemment, elle augmente au fur et à mesure des années avec l'ambition des objectifs. Autre question pour les médicaments, parce qu'une des grosses parties du coût de la stratégie, c'est le coût du traitement. Traitement au tenofovir pour l'hépatite B, traitement avec les nouvelles molécules pour l'hépatite C. La question qu'on se pose, c'est ces médicaments-là, ça représente quoi par rapport au coût, au budget médicaments des programmes nationaux de santé? J'ai pris tous les programmes nationaux de santé au Sénégal, les médicaments qui concernent les programmes nationaux. Je fais le total et j'ai dit, bon, si on a la mise en œuvre du plan de lutte contre les hépatites, combien représenteraient les médicaments de la lutte contre les hépatites dans le budget médicaments des programmes nationaux de santé? Sida, tuberculose, etc., etc. Et là, vous voyez les chiffres que l'on a. Ça commence à peu près à 1%, 2%, et puis ça peut aller jusqu'à 8% avec le scénario progressif, mais après ça diminue puisqu'on espère qu'il y aura un effet quantité, un effet volume et un effet négociation des prix, sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et puis sur la droite, vous avez la part des coûts du tenofovir par rapport au budget médicaments des programmes nationaux de santé. Donc ça, c'est pour donner aux décideurs des éléments de référence qui leur permettent de dire voilà comment on se situe et comment on peut s'organiser pour les prochaines années. Donc qui fait à peu près 1,2 milliard financés par des ressources externes pour le moment en 2018 et puis à peu près 900 millions financés par l'État du Sénégal dans ce domaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est disons, le financement existant déjà. Hein. Alors, si on regarde les dépenses actuelles, donc ça fait à peu près 2 milliards, vous voyez à votre droite là, le chiffre de 2. Donc c'est les dépenses actuelles de 2 milliards, si on ajoute les ressources externes et les bailleurs. Et alors, donc le détail, vous l'avez, vaccination à la naissance, traitement de coordination, ce qui fait que si on a besoin de 51 milliards de dollars, de francs CFA, pardon. Elle avait avoir une crise cardiaque. 51 milliards de francs CFA. Le besoin de financement serait de 49,5. Un peu moins de 50 milliards en tenant compte donc de cette partie-là. Mais on s'est aperçu. Donc ça c'est, vous voyez à droite le coût de la stratégie nationale, 51,5 milliards. Le financement actuel déjà disponible, c'est 2 milliards. Donc la différence, c'est 49,5. Donc le besoin de financement pour les 5 prochaines années. Mais on s'est aperçu que les dépenses ou les parties, les composantes qui sont déjà financées sont plus importantes, puisqu'on a la vaccination à la naissance, le traitement et la coordination, le vaccin pentavalent, le dépistage. Et donc le total, c'est 11 milliards, le chiffre à droite en haut, dépenses actuelles, 11 milliards de CFA qui sont déjà financés actuellement et qui, on l'espère, continueront à être financés. Donc, dans ce cas-là, le besoin de financement ne serait plus de 49 milliards, mais 51,5 moins 11 milliards, ce qui nous donnerait à peu près environ 40 milliards de CFA à financer, à trouver pour les prochaines 5 années. Donc voilà un petit peu, le financement actuel est à votre gauche, en vert,
le financement nécessaire, le coût de la stratégie 50e milliard et le besoin de financement pour les 5 prochaines années, à peu près 40 milliards de CFA. Alors, donc voilà, j'ai terminé. Je dirais que si on mobilise entre 40 et 50 milliards de francs CFA au cours des 5 prochaines années, le Sénégal pourra atteindre les objectifs de traitement établis dans le plan national, dans le plan stratégique national, et se rapprocher des objectifs mondiaux et des engagements pris par le Sénégal au niveau de l'Assemblée mondiale de la santé. Donc le coût de ce programme quinquennal est important, mais potentiellement abordable si des fonds nationaux et externes sont promis et réellement mobilisés. En plus, si des nouvelles réductions du prix du médicament contre l'hépatite B, le tenofovir, et si les prix des médicaments contre l'hépatite C diminuent comme ils sont en train d'être diminués actuellement, on aura en fait un besoin de financement beaucoup plus réduit que les 40 milliards parce que on peut réduire le coût du traitement de manière beaucoup plus significative. Parce qu'actuellement, le prix que l'on peut payer pour l'hépatite C est relativement élevé. Mais on a une tendance mondiale à la baisse. Et si on est capable de bien négocier, on pourra certainement diminuer ce coût et ce besoin de financement peut-être de 30 à 50% dans les 2-3 prochaines années. Mais ça, il faudra s'organiser pour le faire. Donc l'impact sur la santé publique est significatif, notamment en termes de prévention de décès, de prévention des cas, de réduction des infections à l'hépatite B, des cas de cancer et des maladies avancées du foie. Donc nous savons que les cibles aideront le Sénégal d'être proche de l'objectif de 2030, mais pas totalement. Mais cependant, les scénarios développés permettront de construire la base, le système qui va permettre d'aller vers l'atteinte des objectifs de 2030 et plus tard. Donc avec la mise en œuvre du plan stratégique national, on va aussi aider à la coordination avec les autres programmes, avec les autres interventions, avec le sida, avec la reproduction, avec la santé reproductive, avec le PEV, avec le renforcement des systèmes de santé, parce que c'est le même personnel de santé qui est là. Et donc tout cela va aussi aider à améliorer les performances du système de santé et à combattre les hépatites. Cet effort de 5 ans permettra au ministère de la Santé d'identifier aussi les domaines d'efficience et ensuite de mobiliser plus de ressources et d'être plus en phase avec les changements du marché des médicaments, par exemple contre l'hépatite C. Donc bien que les coûts estimés soient élevés, ils peuvent également générer d'importants bénéfices et des économies en termes de dépenses d'hospitalisation, parce que les gens qui vont avoir des infections graves ou qui vont avoir des cancers vont être hospitalisés. Donc ces gens-là vont coûter très cher. Donc si on réduit le nombre de cas, on réduit aussi la prise en charge, le traitement de ces patients. Et donc c'est aussi des bénéfices pour l'économie, parce qu'on aura des gens plus sains et plus capables de travailler et de s'occuper de leur famille et d'eux-mêmes, et pour la santé des populations au Sénégal. Donc voilà un petit peu les points essentiels que l'on voulait développer avec vous ce matin. Alors, c'est juste pour vous annoncer le menu de cet après-midi, qu'on va discuter. Alors, les questions qu'on va se poser, c'est comment répondre à ce besoin de financement. Nous, on vous a donné la facture à payer, et on vous dit qu'est-ce que l'on a et qu'est-ce qu'on n'a pas. On vous a tout dit. Donc on veut que vous nous aidiez à répondre à la question comment répondre à ce besoin de financement. Est-ce que vous avez des idées? Quelle stratégie de mise en œuvre optimale, efficiente, consensuelle, que tout le monde soit d'accord, qu'on soit dans le même sens? Quelle stratégie? Comment travailler avec le sida? Comment travailler avec le PEV? Comment travailler avec la santé reproductive? Comment travailler avec la plateforme système de santé? Comment travailler avec chacun de vous pour réaliser, mettre en œuvre ce programme de manière efficiente et de manière équitable? Et puis comment mobiliser les ressources domestiques et extérieures? Quelles sont les questions, quels sont les domaines et quelles sont les approches que vous voulez nous suggérer pour justement aller vers la mobilisation des ressources dans les prochains et les prochains mois. Je m'arrête là et je vous remercie. Et ça, c'est le devoir de tout citoyen. Donc, engagement dans les soins, comptoir, engagement entier, avec abnégation et aussi engagement dans la formation. Parce que former, c'est aussi, comme je dis, quand j'étais à l'hôpital, quand on forme les médecins, nous serons
d'aimer les malades, il faut que ceux qu'on forme soient bien formés pour qu'on soit bien soigné. Voilà. Donc, c'est un devoir de... Voilà, vraiment, ce que je fais, je dis que c'est un devoir. Et comme disait le président Wade du CNDS, le Comité national de dialogue social, il disait que chaque citoyen doit, à l'issue de chaque journée, voir quel a été son taux d'utilité dans son pays. Après chaque jour, il dit qu'est-ce que j'ai fait de plus pour moi, voilà, pour la société. C'est ça un être humain, je pense. Et ce que les religions nous ont révélé, nous ont enseigné. C'est ce qu'on doit. Maintenant, bon, quand on parle des hépatites, en plus de ça, c'est un problème de santé publique au Sénégal. Je crois que ça a été rappelé ce matin. J'avais des contraintes professionnelles avec des malades étrangers que j'avais programmé depuis presque un mois environ. Ils m'avaient contacté. C'est pourquoi je te parlais là ce matin. Donc, nous tous, on a des proches dans notre proximité, des amis, des parents très proches qui sont décédés de cancer du foie, de cirrhose, et d'autres qui sont porteurs du virus de l'hépatite B. Mais tout ce qu'on fait, c'est dans les villes, quoi. Là aussi, il y a un gros problème. Très plus dans les villes qu'en campagne, les gens n'en bénéficient pas. Et ça, c'est une injustice. Comme disait Serigne Mbaye Thiam aux instituteurs, aux enseignants, vous voulez que si vous terminez, vous sortez d'école de formation, on vous envoie à Brousse. Quand vous serez bon, vous revenez en ville. C'est injuste, réfléchissez, c'est pas possible. On dirait que ce sont les citadins qui ont besoin d'enseignants experts, très bons. Donc, il faudrait aussi que le programme de santé, comme l'a fait le programme de SIDA, comme l'a fait beaucoup de programmes de vaccination, il faut que le programme des hépatites soit visible et efficace au niveau des campagnes, de l'intérêt du pays, et que tout citoyen puisse en bénéficier. D'autant que maintenant, les experts sont là, il n'y en a pas assez, c'est vrai, mais il y en aura. Les moyens, il n'y en a pas assez, mais il y en aura. Et puis, les médicaments sont là, tout le monde peut en bénéficier aujourd'hui. Faire un test antigène HBS, il y a de nouveaux tests, comme on appelle comment ils s'appellent encore, les point of care, la charge virale et tout. Quand ça va arriver, ce sera possible à Kédougou, à Fongolémite ou à Niakhar. Le tenofovir, il y a bientôt le temps, le tenofovir est possible partout, est accessible partout. Donc, voilà. Attends, qu'est-ce qui reste? Il faut que les professionnels soient sur place, et que les professionnels qui sont sur place soient bien formés pour prendre en charge. C'est pas grave, tout le monde peut le faire. Il faut que chaque étape qu'on définisse ce que tu dois faire. Si on le définit comme ça, comme l'a fait le programme national de lutte contre le sida, je crois que nos citoyens seront bien soignés, en tout cas dans le cadre des hépatites, comme ça a été dans le cadre du sida. Et puis il y a la vaccination qui est là, c'est le meilleur moyen de lutte, la prévention primaire. Elle est là, c'est gratuit. Maintenant, comment faire pour que tous les nouveau-nés sénégalais puissent être vaccinés dans les 24 heures qui suivent? Et ça, c'est possible. Je crois que si on s'y met nous tous, ce sera possible. Voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais dire, qu'il faut qu'on s'y mette, il faut qu'on soit engagés nous tous, et à 100%, voire à 1000%, pour que ce programme réussisse, parce que c'est un devoir. En tout cas, moi, si je meurs aujourd'hui, ou bien j'arrête de soigner, et que ce programme ne marche pas, ce sera une honte pour moi. Et un échec, oui. C'est un échec pour moi, une honte. Voilà, amis, c'est que... Merci beaucoup. Merci. Alors Miloud, on y va?